Lorsque les gardiens de la révolution iranien ont déclaré avoir utilisé seulement 5% de leur capacité lors de la récente confrontation, ce n'était pas une simple déclaration anodine. Au contraire, c'était un message calculé, minutieusement analysé par les services de renseignement américains. Rapidement, il est apparu que les gardiens avaient écoulé en réalité entre 15% et 20% de leur puissance militaire. Un chiffre qui n'était ni fortuit ni exagéré, mais le fruit d'une stratégie mûrement conçue. L'objectif principal était de sécuriser leurs sites les plus vulnérables à l'intérieur du territoire iranien, notamment ceux liés à l'enrichissement de l'uranium, dont la cible prioritaire, la centrale de Fordo, occupait une place centrale. Tout en testant la réaction américaine, Téhéran semblait vouloir sonder les limites de l'affrontement direct avec Washington, sans pour autant s'engager dans une guerre totale. Ce calcul a fonctionné. Après les frappes contre la base d'Ain al-Assad, les autorités américaines, sous l'impulsion notamment de Donald Trump, ont rapidement désamorcé la confrontation. Trump, dans un premier temps, avait reconnu l'impact des missiles. Cependant, il s'est rétracté ensuite, niant que les tirs iraniens aient causé des pertes ou des dommages. Ce revirement soudain de la stratégie américaine a coïncidé avec des efforts de médiation diplomatique, comme ceux engagés par le Qatar, qui ont semblé désamorcer la crise. Malgré cela, les agences américaines ont obtenu des constats stratégiques majeurs. Les gardiens de la Révolution ont manifestement atteint la capacité de sécuriser l'ensemble de leurs sites d'enrichissement, dont Fordo, rendant stérile toute frappe américaine ultérieure, car le déclenchement de représailles serait immédiat, massif et implacable. Sur le plan des systèmes de défense aérienne, un tournant majeur est également survenu. La performance des systèmes israéliens, notamment ceux de la firme Rafael, a chuté de 25%, tandis que les capacités défensives des gardiens ont connu un accroissement d'environ 10%, modifiant l'équilibre des forces au profit d'un régime iranien renforcé, désormais capable d'opposer un balayage défensif à l'intensité des offensives israéliennes. Une transformation encore plus spectaculaire s'est produite dans le domaine de l'interception des avions de chasse. La défense aérienne iranienne, via une version musclée du système Majid, a désormais la capacité d'abattre un avion F-15 avec 35% de probabilité. Un chiffre en nette progression ces dernières semaines, culminant jusqu'à 40%. Parallèlement, la résilience logicielle de leurs systèmes anti-aériens a été revigorée à un niveau record, avec un taux de remise en état ou de mise à niveau estimé à plus de 142%, témoignant d'une entrée dans une seconde phase de reconstruction marquée par un bond qualitatif. Conséquence, l'idée même d'un parachutage ou d'un raid aérien sur le territoire iranien est devenue impraticable. Les services de renseignement israéliens, notamment sous ère de Naftali Bennett, ont concédé cette impossibilité. Des opérations clandestines ou d'exfiltration, jadis envisagées, sont désormais jugées irréalisables. Ce constat ne dépend pas uniquement de la politique de Netanyahou. Il transcende les clivages et frappe la totalité des capacités opérationnelles d'Israël. L'approche antérieure, fondée sur le soutien aux dissidents, dont certains qualifiés de chiites, et sur la déstabilisation interne via le soutien à l'opposition, a perdu de son efficacité. Malgré le démantèlement d'environ 30% des infrastructures critiques du régime, cela n'a pas abouti à un changement de régime comme le promettaient certains exilés, notamment Reza Pahlavi. C'est pourquoi Washington estime aujourd'hui que l'armée israélienne n'a plus la capacité d'engager une action décisive à l'intérieur de l'Iran, comme l'ont confirmé les plus hautes autorités de la CIA. Parallèlement, les systèmes de défense iraniens sont désormais opérationnels à un niveau élevé, autorisant une posture plus active dans ce que les analystes qualifient de phase 2 de la préparation. Le ciel iranien, autrefois vulnérable, est désormais devenu une zone dangereuse pour tout aéronef ennemi, particulièrement les F-15 américains. Cette perspective représente un changement historique, tant opérationnel que géopolitique. Sur le plan diplomatique, un événement symbolique majeur est venu sceller cette mutation, le rapprochement visible entre les institutions diplomatiques iraniennes et les gardiens de la Révolution. Le ministre des Affaires étrangères, issu du camp réformateur, s'est publiquement aligné avec un haut commandant des gardiens dans un geste de cohésion interne inédit. Ce degré d'unité concrétise un choix stratégique. L'ensemble de l'appareil d'État soutient désormais l'option de dissuasion active, voire de représailles ciblées, notamment contre Israël. En réponse, Israël s'efforce de fermer simultanément deux fronts, Gaza et l'Iran. Cette politique s'incarne dans le projet dit de bouclier d'Abraham, qui consiste à construire un mur géopolitique arabe s'étendant du Golfe à la Méditerranée. Destiné à isoler militairement et diplomatiquement l'Iran, protégé par une coalition d'États arabes, alliés ou neutres, cette politique n'est possible qu'en avant le soutien visible des pays du Golfe, véritables piliers de ce bouclier qui doivent adopter une posture claire et un alignement anti-iranien. Or, la dynamique actuelle montre clairement que la confrontation ne se limite plus à des échanges de missiles à longue distance. Téhéran a désormais franchi un cap en visant directement des bases américaines dans le Golfe, poussant l'alternative à la confrontation vers un point de rupture.
Cela marque un déploiement non pas tactique, mais stratégique. L'inefficacité de certains systèmes de défense navale SM-3 et SM-6 embarqués dans des navires alliés face aux missiles iraniens montre que la supériorité ancienne ne tient plus. Dans le même temps, la marine iranienne a gagné en posture militaire stratégique, sans même que son aviation n'ait encore été pleinement engagée. Mais les plans sont en train de se finaliser. Une fois en service, des avions J-10C d'origine chinoise pourraient opérer depuis le ciel iranien, franchissant ainsi un seuil critique pour l'OTAN et les puissances régionales. Dans le domaine des missiles, l'Iran a transformé ses forces balistiques en un pilier de sa défense aérienne, une composante redoutable, si bien qu'aujourd'hui elles supplantent les performances des F-15 qu'elles sont capables d'engager efficacement. Cette évolution pose des questions essentielles concernant l'utilisation par les États-Unis des bombes GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Sur les 20 exemplaires disponibles, 14 ont déjà été employés. Il en subsiste 6. Utiliser les dernières contre Fordo rendrait l'opération irréversiblement asymétrique, car ces 6 bombes représentaient jusqu'ici l'un des rares moyens de percer les défenses iraniennes. Mais leur utilisation dans un contexte désormais hostile et hautement risqué pourrait précipiter un embrisement régional. Par ailleurs, les systèmes de guidance iraniens en contournant le GPS américain montrent qu'une capacité à atteindre leur cible avec une précision telle que même Trump a été obligé de le reconnaître. Il a tweeté sur l'impact visible d'un missile ayant atteint un site sensible, sans doute sous le choc devant cette démonstration technologique. Cela a marqué un tournant symbolique, une évidence que l'Iran a franchi un cap militaire. Dans ce climat tendu, Israël considère désormais que la poursuite des opérations dans la bande de Gaza est trop dangereuse. Selon des sources ministérielles, notamment durant un entretien de l'un des ministres avec des réservistes, l'offensive appelée Navire de Gédéon approcherait de son point final après avoir causé des pertes jugées trop lourdes moralement et politiquement, et a fait face à des pressions régionales, notamment de la part du Qatar et de la Syrie. Parallèlement, des affaires internes à la direction de Netanyahou, notamment liées à des scandales touchant son chef de cabinet, ont soulevé une onde de choc domestique, affaiblissant l'exécutif israélien et accentuant l'urgence de clore les deux fronts. Une telle closure serait une condition sine qua non pour installer durablement le bouclier d'Abraham. Ainsi, l'enjeu fondamental est désormais qui protégera Israël face à l'Iran. Le nouveau bouclier doit fusionner géographie stratégique et alliance arabe, fabriquant un mur réel entre Téhéran et Tel Aviv. Si les États arabes n'agissent pas comme une barrière active, Israël risque d'être encerclé. Du côté iranien, la réponse est claire. Les frappes extérieures ne sont plus l'option prioritaire. Le temps est à la course nucléaire. Selon les estimations du régime, l'Iran pourrait atteindre un niveau de production plus avancé dans son programme nucléaire dans 9 mois, dépassant les capacités disponibles avant la confrontation. Quant aux pays arabes, leur alignement diplomatique avec Israël dans un scénario de retrait israélien de Gaza semble de plus en plus probable. Ce serait un tournant historique, un rééquilibrage stratégique au Levant, déplaçant l'épicentre de la confrontation vers un front diplomatique renforcé par un accord entre les États du Golfe et Israël. Néanmoins, au cœur de cette machinerie géopolitique réside un fait immuable, les gardiens de la révolution d'Iran ont franchi une étape majeure. Ces forces sont désormais capables d'atteindre 90% de précision dans leurs frappes avec des systèmes réactifs résilients et dissuasifs. Ces nouvelles capacités ont déclenché une prise de conscience immédiate chez Netanyahou, l'urgence de bâtir un mur de protection solide.